J'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Idrissa Djabira, le directeur général de l'Agence pour le développement et l'encadrement des petites et moyennes entreprises. Bonsoir, monsieur le directeur général. Bonsoir, madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie de l'invitation. Alors, première question toute simple. Comment se porte l'économie sénégalaise? Ma question se justifie par la toute récente révision de la base de calcul du produit intérieur brut. Alors, elle se porte beaucoup mieux. On sait qu'on a vécu des années extrêmement difficiles. La Covid-19, la crise ukrainienne, dernièrement le renchérissement du coût du pétrole, du gaz, ont énormément affecté l'économie et en particulier ont eu des effets absolument majeurs sur l'inflation. L'année dernière, l'inflation était de près de 10% sur l'année, ce qui est le taux le plus élevé depuis pratiquement 30 ans et la dévaluation en 1994. On parvient, malgré toute cette configuration géopolitique, à près de 5% pour l'année 2023 et surtout à renouer avec la trajectoire de croissance qui était celle du plan Sénégal émergent, qui est quasiment autour de 6%, à peu près, un peu moins de 6%, mais qui est vraiment quasiment un doublement par rapport à ce qu'on avait avant la mise en œuvre du plan Sénégal émergent. Et le rebasing, vous l'avez dit, c'est quelque chose d'important, parce qu'en fait, l'économie et la statistique, elles doivent permettre dans nos pays de prendre en compte tout ce qui est l'économie informelle. Certains appellent ça le capital mort. Il faut que l'on puisse l'intégrer dans nos statistiques. Et je pense que ça permet d'avoir une réalité, une vision plus réelle de nos activités, de notre économie. Alors, on l'a vu, hein, d'après les derniers résultats du recensement de l'ANSD, nous sommes plus de 18 millions de Sénégalais et bientôt les recettes tirées de l'exploitation prochaine du pétrole et du gaz. Qu'est-ce qu'il faut faire peut-être pour une gestion plus optimale de ces ressources à venir? C'est très important. Deux chiffres importants, effectivement. Les données de l'ANSD, les 18 millions, on sait mieux la population sénégalaise. Et effectivement, une nouvelle ère, celle du pétrole et du gaz. Pour schématiser, comme disait l'autre, on va passer d'un pays qui gère les arachides à un pays qui devient pétrolier et gazé. Et c'est extrêmement important parce que c'est une opportunité extraordinaire pour le Sénégal de rentrer dans une phase d'industrialisation. Le président de la République et les autorités ont souhaité que l'on adopte une législation extrêmement forte en matière de contenu local. Pour le pétrole et le gaz, mais on le voit dans le secteur numérique et dans d'autres secteurs, chacun aspire à ce que l'on ait un contenu local. Qu'est-ce que c'est? C'est la possibilité, lorsqu'on exploite nos ressources naturelles, de faire en sorte qu'en matière de formation, en matière d'emploi, en matière d'entreprise sénégalaise avec un capital majoritairement sénégalais, on puisse bénéficier des retombées du pétrole et du gaz. Dans nos pays, d'habitude, c'est un peu moins de 20-30% de contenu local que l'on peut avoir. Et l'État a voulu être extrêmement ambitieux pour arriver à près de 50% à l'horizon 2030 et donc faire en sorte que toute notre activité, notre économie puisse s'orienter sur les retombées du pétrole et du gaz et puisse s'industrialiser dans l'ensemble des secteurs de cette chaîne de valeur pour créer les richesses et les emplois dont nous avons besoin. Donc c'est vraiment un moment extrêmement important. Et je pense que ce que l'on a pu faire depuis 2012 et particulièrement depuis le plan Sénégal émergent nous prépare justement à cette nouvelle ère. Il a fallu que le Sénégal soit résilient, il a fallu que le Sénégal soit attractif, il a fallu que le Sénégal soit prospectif pour arriver à cet horizon 2024, la capacité d'avoir de nouvelles ressources et donc de renforcer sa souveraineté énergétique, mais de manière générale, sa souveraineté tout court. Et d'autres secteurs qui produisent déjà, à savoir l'agriculture et l'élevage, ont toujours été considérés comme les mamelles de notre économie, malgré l'apport du secteur de la pêche, du tourisme et des industries extractives. En termes de projection, comment continuer à s'appuyer sur ces leviers? Alors, plus que s'appuyer sur elles, c'est faire en sorte que le défi que l'on doit relever, le défi de l'industrialisation, soit relevé, tout simplement. Parce que
ce qui fait le développement, c'est les emplois manufacturiers. Ce qui nous permettra d'atteindre l'émergence au-delà des excellents résultats qui, il faut le rappeler, sont inédits depuis 40 ou 50 ans en matière de croissance pour le produit intérieur brut de l'État. Mais ce sur quoi nous avons des efforts à faire, c'est gagner le pari de l'industrialisation. La stratégie a été définie. On va avoir du pétrole et du gaz, donc de l'énergie moins chère. Il faut qu'on puisse se lancer de manière extrêmement résolue et forte sur cette industrialisation pour parce que ce soit du pétrole ou du gaz ou ce qui nous vient de la terre, nos tomates, nos fraises, notre arachide, nous devons les transformer pour en avoir une meilleure valeur ajoutée. C'est là le défi et l'orientation et cette nouvelle ère va nous permettre justement de renforcer notre capacité productive. Le chef de l'État disait avoir une productivité développante en 2012. Et ben, c'est justement ce que nous sommes en capacité d'atteindre à partir de 2024. Et après 12 années, qu'est-ce qu'on peut retenir de la formalisation du secteur informel et l'appui au développement des petites et moyennes entreprises que vous connaissez très bien? Effectivement. Alors, d'abord revenir à un élément de comparaison. Okay. Les concertations nationales sur le crédit en 2010, parce que c'est elles qui nous permettent d'avoir la situation du Sénégal, notamment vis-à-vis des PME. Parce que les PME, qu'est-ce qu'elles disent? Leur première préoccupation, c'est de pouvoir accéder au financement. Et ces concertations, ces deuxièmes, mettaient l'accent sur les principales préoccupations pour pouvoir l'atteindre. La première, c'était le manque d'information. La deuxième, c'était l'absence d'accompagnement suffisant pour rendre éligibles les dossiers des petites et moyennes entreprises. La troisième, c'était de ne pas avoir de mécanisme de garantie. La quatrième, c'est de ne pas avoir de mécanisme de prise de participation. 12 ans plus tard, l'écosystème entrepreneurial au Sénégal est certainement l'un des plus dynamiques en Afrique. Oui. Nous disposons d'un fonds de garantie des investissements prioritaires qui a un effet levier 2 et qui permet de faciliter l'accès au crédit. Nous disposons d'un fonds souverain, avant même de trouver le pétrole, pour pouvoir faire du capital risque et faire en sorte que nos entreprises bénéficient de fonds propres. Nous disposons d'un dispositif de refinancement bancaire mis en place par la BCEAO à la demande des chefs de l'État, dont Macky Sall en 2012, qui a été mise en œuvre en 2018 pour que les banques, de manière générale, augmentent leur part dans le financement des petites et moyennes entreprises. Nous disposons d'un mécanisme inédit en Afrique, la DER, pour faire en sorte que des activités qui avant ne disposaient pas de petites ressources, le nanocrédit, dans les marchés, dans les activités de tous les jours, puissent se mettre en œuvre. Et enfin, pourrais-je dire, avec la DPME, nous disposons d'une agence, l'une des plus performantes en Afrique, troisième au niveau continental, double certifiée, et qui a pu mettre en place un guichet unique d'accès au financement, articuler l'ensemble des acteurs pour leur permettre, autour de notre capacité à évaluer les entreprises, d'avoir un parcours pour devenir un futur champion. Ce n'est pas tout, ce n'est pas suffisant, mais ça nous permet d'avoir les ingrédients nécessaires, les outils nécessaires pour atteindre et changer d'échelle. Au Sénégal, c'est 9 entreprises pour 10 000 habitants. Au Maroc, c'est 500 entreprises pour 10 000 habitants, entreprises formelles. À Singapour, c'est 700 entreprises pour 10 000 habitants. La stratégie nationale de développement du secteur privé qui a été conduite par le ministère de l'économie nous dit qu'il nous faut 300 000 entreprises à l'horizon 2035 formelles pour nous permettre de créer 3 millions d'emplois. Les outils que je viens d'évoquer, ce que nous avons fait depuis 12 ans, sous la conduite du chef de l'État, nous permettent d'être prêts à ce changement d'échelle et à une formalisation massive, ainsi qu'à des entreprises formelles plus compétitives. En attendant d'y arriver, vous les avez cités tout à l'heure, on compte beaucoup de structures de financement. Pourquoi ne pas tous les harmoniser afin d'avoir une meilleure rationalisation? Je pense que on y arrive et on y est. C'est vrai que le guichet unique d'accès au financement que le Premier ministre Abadouba a lancé au mois de juillet permet d'articuler les structures d'encadrement, nous, les chambres de commerce, tous ceux qui accompagnent les petites et moyennes entreprises. Il permet de mettre en lien une demande et une offre, les institutions financières, qu'elles soient publiques, privées ou etc. Mais la stratégie, là où elle est intéressante,
elle dit qu'effectivement, il faut rendre plus lisible, plus visible et plus cohérente le mécanisme et les outils d'accompagnement des petites et moyennes entreprises. Autour, en gros, de 2 guichets uniques. Un pour les entreprises en dessous de 100 millions de francs CFA, pour leur permettre de se formaliser, pour leur permettre d'atteindre les mécanismes de financement qui correspondent à leur taille, Oui. qui ne sont souvent pas les institutions financières ou qui ne sont pas les banques, peut-être qui sont les institutions publiques, et une autre au-dessus de 100 millions de francs CFA, pour permettre à nos entreprises d'être compétitives, d'exporter et d'atteindre les tailles critiques pour adresser la ZLECAf, la sous-région. Et autour de ces deux grands pôles, de grands guichets, là, nous aurons quelque chose de plus cohérent qui nous permet d'atteindre nos objectifs de changement d'échelle, qui, encore une fois, sont d'avoir suffisamment d'entreprises formelles pour avoir les emplois formels qui vont avec. Parce que c'est ça l'enjeu. Ce sont les entreprises qui créent les emplois. Oui. Et si on les renforce, elles nous permettront de résoudre la problématique de l'emploi des jeunes, notamment. Alors, c'est une information peu connue, mais les statistiques de l'économie révèlent que la contribution de la diaspora sénégalaise dépasse de loin les montants que l'aide au développement. Curieux, n'est-ce pas? Curieux, oui et non. C'est 1700 milliards de francs CFA qui sont envoyés par nos compatriotes de la diaspora, où qu'ils soient, au pays, près de 10% du produit intérieur brut. Qu'est-ce que ça rappelle? Ça rappelle que d'abord, il faut compter sur soi, oui, et que l'on n'a pas plus fidèle de partenaire que sa population en interne et à l'extérieur. Ça rappelle aussi que, et là, je ne ferai pas dans la langue de bois, surtout pour un soninké, que la migration, même si certains veulent l'instrumentaliser, pour nous, c'est notre principale source de richesse. Elle permet à nos comptes publics d'être plus équilibrés, elle permet de développer nos pays. Maintenant, nous devons être plus imaginatifs, avec notamment des diaspora bonds, comme l'a pu le faire le Nigeria, l'Inde, en proposant des outils qui soient plus crédibles peut-être pour la diaspora. Le Premier ministre a parlé de la création prochaine peut-être d'une banque. Ça participe et je pense que c'est extrêmement important. Oui. Les outils financiers et la maîtrise de la finance sont les défis que l'on aura à résoudre très prochainement, parce que nous avons fait la démonstration d'outils crédibles. Le fonds GIP, le fonds CIS, le dispositif de refinancement bancaire. Lors du dernier forum sur la PME, nous avons validé un programme ou un plan pour le financement massif et sécurisé des PME. Qu'est-ce qu'il faut? Passer de moins de 500 milliards de la part des banques qui financent les PME, oui, à plus de 3 000 milliards en 2000. Pour le faire, renforcer le pôle public de financement, ça c'est un défi. Et le fait d'avoir une banque publique nous permettra de démultiplier notre démarche, mais faire en sorte aussi que les 29-30 banques, le Sénégal est la terre la plus attractive pour le secteur financier, jouent leur rôle et passent à une échelle de 15-20% de leur portefeuille. Alors, nous arriverons à financer davantage nos entreprises, et on sait que le financement, c'est l'essence pour permettre aux véhicules d'aller suffisamment vite et de grandir. Et ça, je pense que ce sera les deux éléments qui nous permettront d'avoir des entreprises championnes dans la sous-région. Alors, la balance commerciale du Sénégal est déficitaire. C'est le ministre des Finances qui fait cette révélation. Comment comprendre malgré les performances de notre économie? Alors, en fait, c'est deux choses. Le déficit de la balance commerciale, c'est presque structurel. Oui. C'est presque... on l'a appris depuis nos tendres enfance. Ouais. Mais il y a deux choses. Il y a d'abord, depuis ces derniers mois et ces dernières années, un renchérissement absolument phénoménal des produits pétroliers et gaziers. Et ça pèse énormément dans notre balance commerciale. Les crises qui sont celles à l'international ont renchéri les prix et ça a un impact. Il y a effectivement aussi l'importation du matériel. Pour une part, ça traduit le dynamisme du Sénégal. Une autre part peut être un peu plus substituée. Enfin, c'est les importations alimentaires. Ça aussi, c'est un élément qui est un élément que l'on peut substituer. On parlait d'industrialisation et c'est la raison pour laquelle l'industrialisation est absolument essentielle. Nous pouvons produire et consommer ce que nous produisons.
Et ça, c'est un impératif pour réduire le déficit de la balance commerciale. Et je pense que la nouvelle ère du pétrole et du gaz, au-delà des recettes qu'elles vont nous apporter, surtout, elles doivent nous permettre d'accompagner ceux qui vont nous permettre de produire ce dont nous avons besoin au Sénégal et surtout de l'exporter, parce que c'est aussi un élément de réduction de notre déficit de la balance commerciale. Alors, une dernière question avant de nous quitter. Nous sommes à la veille de 2024. L'année prochaine est prévue l'élection présidentielle. Peut-être nous faire un bilan des 10 années du PSE, dont vous êtes un des coordonnateurs du Yono Yokouté. Effectivement, alors 12 ans se sont écoulés et je pense que c'est 12 années extrêmement riches. Moi, s'il y a un élément qui me semble le plus marquant, c'est la réduction de l'extrême pauvreté. Vous savez, que ce soit dans le Yono Yokouté, qui est devenu le plan Sénégal émergent, l'un des soucis du chef de l'État, c'était de réduire les injustices sociales. Vous avez parlé du nouveau recensement. Il y en a un autre qui a été fait par l'ANSD sur l'harmonisation, justement, du cadre de vie. Qu'est-ce qu'il dit? C'est que de 2012 à 2019-2020, moins de 600 000 personnes ont été extraites de l'extrême pauvreté. Ça, ce sont des résultats palpables d'une politique en matière de protection sociale. Dans le domaine de l'énergie, on le voit, la capacité à pouvoir devenir un pays pétrolier, ça tient à ce qui s'est fait au cours des 12 dernières années. Le chef de l'État parlait en géologue de cratons diplomatiques, une zone stable autour desquelles on a une activité tectonique des volcans et autres pour symboliser la stabilité du Sénégal. On le voit, le Sénégal reste une zone stable malgré un tumulte géopolitique et sous-régional. Et ça, je pense que c'est aussi un actif absolument majeur qu'il faut conserver. Maintenant, 2024, ça sera le moment justement de parachever, je pense, tout ce qui a été fait dans la route de 2035. C'est une route vers l'émergence, elle n'est pas terminée. Il faut continuer à l'adresser avec un maître mot. Pour moi, c'est la performance de nos politiques publiques et le fait de pouvoir être plus efficace pour avoir davantage d'impact sur les populations qui, parfois, à la faveur des crises internationales, peuvent être en souffrance et en difficulté. Parmi ces populations, les Soninké, comme toi et moi, un message, peut-être résumer ça brièvement en Soninké avant de nous quitter. Oui, Marimu Soninko, Ibesukuni Ditoro di Djamou, Nimula na ti ewa o maslange lenki kenyi économie à Kama, oga fumbe bedebrin kudo, solo ina kat biren morosiri, donc il faut Gebeko ken Kama, ewa oitini waga keni menye hore nanyan, on a marati à Mabeginda, on a ti ad Bagoda, parce que Fofo Soubeganian, Djemane Noro, Otakani, on a Fersunya, Kudo, on a Douare, Golle Kenoro, no Kitele, et Inch'Allah, à tel Hôtel Karea. Nawari Idrissa Diabra, Nyahali Nankita Ke Plateau, Masala Économique Kama. Merci beaucoup, monsieur le directeur général de l'ADPME, pour ce premier numéro de la rétrospective. Nous avons parlé économie.